Euh, Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici. J'espère que vous voyez l'écran devant vous et mon curseur. Comme ça fait curieux un peu de, de faire l'ouverture de cette conférence de ce côté-ci de l'Atlantique et de voir à peu près personne en ce moment. Mais c'est un nouveau normal qu'il faut s'habituer. C'est un plaisir pour moi, un honneur même de démarrer cette initiative sur le carbone qui est fort intéressante. Puis peut-être que j'ai eu l'ambition, j'ai d'abord mis un titre, puis je me suis dit après je vais faire une présentation. Puis j'ai l'ambition de faire un survol, on va dire vraiment bref, de 23 années à travailler sur les nanocarbones. Je trouve tout à fait pertinent dans le contexte de cette conférence. Évidemment, dans le labo à l'Université de Montréal, je travaille avec une équipe. On n'est pas uniquement concentré maintenant sur les nanocarbones. Pas besoin, je pense, à cette communauté de faire la présentation détaillée de ces structures, mais on travaille aussi également sur des nouvelles structures dans la mouvance bidimensionnelle, entre autres le phosphore noir qui nous passionne, qui est un système homonucléaire comme le graphène, mais dont la structure est anisotrope. Mais concentrons-nous un peu sur cette structure de carbone qui nous passionne depuis des années. Et je le mets dans un contexte d'effort collectif et aussi avec ma lunette là, de chercheur, qu'est-ce que j'ai vécu à travers les années à partir de la découverte par Ijima là, en 91 là, de ce tube forme qui a entretenu beaucoup de passion scientifique et des discussions technologiques. Bon, évidemment, je vais commencer, puisque j'ouvre cette conférence, il vaut mieux présenter les choses comme elles sont connues en ce moment, à travers les travaux théoriques, déjà très loin dans le passé sur le graphène, qui nous a donné accès à une structure de bande et à une densité d'état. Et puis, bon, on voit aussi l'avènement théorique de ces structures qui viennent simplement d'une approche de quantification sur cette structure de bande qui a donné lieu à la structure qui a fait tant d'efforts dans mon groupe et dans plusieurs groupes à travers le monde, le nanotube de carbone. Et on voit tout de suite apparaître à travers ces calculs, dont les premiers datent déjà bien au début de ce temps, de la découverte du nanotube, on voit apparaître tout de suite des calculs théoriques qui nous donnent une représentation assez fidèle de ce qu'on a en ce moment comme vision à travers ce matériau. Par contre, mon introduction dans cette structure a surtout été d'un point de vue expérimentale. Mais il faut dire que dans les premières manipulations de la structure, le fait qu'on puisse voir à travers les technologies qui existaient dans la fin des années 90, la microscopie à effet tunnel, par exemple, il y avait un moyen ici unique de pouvoir associer une structure mesurée, que ce soit par la spectroscopie, par la microscopie, et l'association théorique du même matériau, et puis d'essayer de voir à quel point on peut confronter nos connaissances. Et ça a été vraiment pour moi un fait marquant dans l'arrivée des nanocarbones, le fait de pouvoir à la fois avoir un système qui nous permet d'avoir l'aspect théorique bien compris, mais pas nécessairement tous les détails, mais quand même dans son ensemble, et aussi la complexité expérimentale qui nous ouvre à des beautés comme la chiralité, la déformation et ainsi de suite. Mais les nanotubes de carbone, on a fait face dans la communauté à une problématique qui est riche d'un certain point de vue, mais qui ajoute des difficultés quand on est expérimentateur, surtout lorsque les caractères métalliques et semi-conducteurs se présentent à nous sous une forme tout à fait analogue. On fait référence à une structure, une propriété qui est fondamentalement différente sur la seule base du fait que la structure chirale n'est pas la même.
Donc ici, à l'époque où j'ai démarré ces travaux avec les nanotubes de carbone, on était dans les années 97. Et les sources qui étaient disponibles, ça a été une source qui a été envoyée par Andrew Rinsler du groupe de Rice, qui travaillait avec Smalley à l'époque, et qui était l'ablation laser. En France, il y a eu beaucoup de travaux pionniers dans ce domaine-là. Mais on avait accès à une source qui a une distribution en diamètre qui nous a donné accès à plusieurs chiralités possibles. Ici, je mets en lumière les métalliques qui sont sur les transitions optiques des singularités métalliques, mais aussi toute cette panoplie de structures semi-conductrices. Pour chacun des petites croix, on a une chiralité particulière dont on peut faire le calcul des densités d'état. Et il s'avère que les travaux ont démontré que cette approche très simple là, par les liaisons fortes nous donnait vraiment une bonne vision de la structure électronique du matériau. Alors, on a avancé très rapidement dans ce monde merveilleux des morphologies structurales. Puis moi, j'ai eu un parcours, je peux dire privilégié, parce que j'étais à cette époque-là dans une entreprise, IBM Recherche, à TJ Watson, qui visait surtout à utiliser les matériaux pour aider le développement de l'informatique, le développement des ordinateurs. Et heureusement pour moi, j'étais dans un labo qui essayait de pousser les limites du silicium, le transistor de silicium qu'on appelait le MOSFET. Puis, j'avais la chance de travailler avec des structures nanoscopiques et microscopiques. Ça a été tout à fait simple de pouvoir s'amuser avec ces structures-là. Et là, je vais structurer ma présentation en fonction de quelques événements marquants dans ma carrière. Je dis 23 ans de carrière à m'amuser avec ces structures-là, à commencer par la première période que je pourrais appeler la période naïve, qui était celle de l'IBM, et avec une période de transition dans le monde académique. Puis ici, je place le nombre de citations, pas pour signifier quoi que ce soit sur l'impact des travaux, mais pour émettre ici tout de suite l'évidence qu'il s'agit d'un mouvement collectif extraordinaire à travers la planète pour travailler sur cette structure dont les charmes ont réussi à nous captiver. Et là, bon, étant donné que j'étais très tôt dans cette structure, ben, j'ai suivi un peu la mouvance internationale et on voit arriver des événements marquants, le graphène et pour moi le phosphore noir. Vous remarquez tout de suite une croissance puis un plateau. Je vais en parler un peu dans la suite de l'exposé. C'est un peu le plan de travail, mais d'un point de vue scientifique, technique, ça a été vraiment un plaisir, tout simplement parce que les tubes arrivent sous forme d'une poudre, on peut les mettre en solution. Ayant une formation de physico-chimiste et de physique mélangée, j'ai pu vraiment marier mes passions dans cette structure en faisant tout simplement des solutions avec des recettes improvisées sur la paillasse, qu'on pouvait disperser sur des substrats et d'obtenir des structures individuelles qu'on pensait quasi individuelles jusqu'à des réseaux percolatifs. Le reste étant à IBM, les contacts étaient tout à fait naturels et l'ensemble de la mesure électrique et optique ici a donné fruit à plusieurs projets de recherche qui se sont développés à travers les années. Dans les cas des tubes individuels, ça a été la première approche, mais il faut quand même dire que les systèmes de réseau sont apparus très rapidement dans ce domaine-là comme étant un avantage technique pour pouvoir faire des travaux à plus large échelle. Un des phénomènes marquants de cette époque, c'est la réalisation que les nanotubes semi-conducteurs sont d'excellents conducteurs électriques. Et on est tout de suite réalisé que le comportement de ces semi-conducteurs entre deux contacts métalliques avec l'usage d'une grille classique, donc on parle d'une grille à base du substrat ou une grille assemblée sur la structure, isolée par un oxyde, nous permettait de moduler la densité des porteurs très facilement dans cette structure qui est de taille nanométrique. Et des tubes individuels ont donné des performances en termes de courant qui, pour moi, étaient vraiment extraordinaires parce que je travaillais avec des MOSFET de silicium de 10 nanomètres et j'obtenais des
des courbes absolument identiques, mais ces structures de quelques dizaines de nanomètres de silicium étaient le state of the art dans le domaine du MOSFET silicium. Alors, tout ça a donné lieu vraiment à beaucoup de travaux en réalisant qu'en réalité, si on utilise les paramètres sur la base d'un tube individuel, qui était possible techniquement à faire dans le laboratoire, on a vite réalisé que pour des raisons technologiques, entre autres une collaboration avec Philip Wang, qui était un manager de IBM à l'époque, nous a fait réaliser qu'un tube individuel ne permettrait pas de faire un transistor intéressant d'un point de vue technologique, mais un peigne ou ce qu'on appelle le array, avec des espaces minimum, bien identifiés avec les considérations de la capacitance, permet d'espérer vraiment de battre les performances du MOSFET de silicium. Alors, on a lancé cette espèce de bouteille à la mer en 2001, et c'est un flot continu de travaux scientifiques qui ont passionné les labos à travers le monde. Jusqu'à aujourd'hui, on voit apparaître des travaux sous la forme d'un ordinateur à base de nanotubes. Je présente cette structure ici pour dire à quel point moi je me suis détaché de cette mouvance qui est devenue de plus en plus technologique, beaucoup plus un travail de pionnier, car il faut réaliser que quand on faisait référence à cette structure ici, à l'époque, ben, on s'entend qu'il fallait vraiment déjà déterminer que c'est des semi-conducteurs, que l'alignement est parfait, qu'on aurait un peu en quelque sorte la gaufre de nanotubes alignés qui se prête au jeu de l'esprit ici, en lien avec les ressources matérielles qu'on a. Il y a des laboratoires qui continuent cette passion, mais on verra, vous avez peut-être vu dans le diagramme Catora avec les sources de tubes disponibles, que ça prend un effort colossal pour en arriver à faire une structure idéale. Et malgré les efforts actuels, on est encore très loin de ce que les espoirs nous avaient donné dans cette direction. Néanmoins, les efforts continuent et on pourra voir peut-être dans le futur si ces approches technologiques vont porter fruit. Alors moi, je viens de couvrir une période qui était ma période naïve un peu, et j'ai été en transition vers l'Université de Montréal, où je suis encore actuellement très heureux. Et j'ai vécu une période de transition, la transition académique, où il faut quand même convaincre les arbitres de notre financement. Est apparu dans cette période-là le graphène. Je pourrais dire, quand il y a un train qui passe, le graphène est passé et c'est pas le train que j'ai pas embarqué dans le premier wagon. J'étais trop occupé dans mes espoirs naïfs autour du nanotube. Et là, on a continué un peu sur le nanotube et on a récupéré un peu sur le graphène par la suite. Alors, je vais placer dans ce contexte de transition des expériences que je considère marquantes. Je pourrais dire ma première expérience marquante 1, qui s'est produite à l'époque où j'étais au début de la transition à IBM encore. C'est une expérience qui m'a fait réaliser l'importance de contrôler l'interface, d'avoir aussi une compréhension de ce qui donne l'origine du dopage dans les nanotubes. Une expérience simple qui a été réalisée en collaboration avec Vincent Déric, qui est un collègue là, au CEA maintenant. Et c'est un transistor nanotube. À chaque fois qu'on les fabriquait, ils étaient de caractère P. Et par un chauffage sous vide, on avait la capacité de le transformer en conducteur d'électrons. Et en fait, on a réalisé que l'air, simplement l'ajout d'air, nous donnait la transformation du dispositif en transistor PN. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec ces technologies des dispositifs, le contrôle PN des dispositifs, c'est tout à fait fondamental dans l'approche
parce que ça nous donne accès aux dispositifs complémentaires, ce qui fait la logique même des ordinateurs, mais aussi aux diodes électroluminescentes et à toutes les technologies basées sur les diodes PM. Alors, à ce moment-là, cette réalisation du contrôle des électrons et des trous nous a permis d'aborder déjà l'émission lumineuse en 2003 d'un tube individuel entre contacts. L'émission lumineuse, au début, dans mes efforts à l'Université de Montréal sur les plateformes de réseau de nanotubes, qui sont très loin des performances obtenues dans les structures individuelles, mais qui donnent quand même beaucoup de plaisir à travailler en laboratoire parce que c'est des techniques qui ressemblent un petit peu aux techniques de papier, jusqu'à l'injection de charge sur des molécules organiques de type OLED qui nous ont donné une plateforme OLED là, pour le tube étant simplement une électrode d'injection transparente en guise possiblement de compétition pour les technologies à base d'oxyde. Cette époque-là est apparue fascinante pour moi parce qu'on avait tout de suite la réalisation que ces structures-là ont un aspect très moléculaire. Alors, on était dans un monde nouveau. Pour moi, c'était un monde de cristal de silicium, mais tout à coup, on voyait la molécule apparaître, les excitons, des travaux pionniers sur les prédictions des excitons qui viennent de Ando, Stephen Louis, mais aussi la réalisation expérimentale de ces excitons par le groupe de Tony Hines. Et puis, à partir de ça, une panoplie d'études Raman, on en voit encore aujourd'hui, qui nous fascinent encore parce qu'il nous permet de réaliser des comportements de cohérence dans la structure, de la cohérence quantique dans les structures. Alors, ça m'amène à cette première expérience. Quand on rentre dans le milieu académique, on se dit, c'est beau de faire les choses, on rêve de transformer l'ordinateur, peu importe. Mais le vrai plaisir, c'est de comprendre. Pourquoi est-ce que ce fichu phénomène de l'air nous enlève les électrons de notre structure? Et pour moi, il y a une expérience marquante qui a été réalisée par une de mes étudiantes, Carla Aguirre, qui m'a fait tomber par terre. Elle était en train de faire des dispositifs de nanotubes individuels sur oxyde de silice, comme on fait à l'habitude, et sur parilène. Et elle a fait répéter cette expérience qu'on avait fait avec Vincent Béric sur l'influence de l'eau, de l'air. Et on avait déjà réalisé que l'oxygène et l'eau étaient derrière ce comportement, mais elle nous a fait réaliser qu'en réalité, c'était un phénomène relié au substrat et non pas relié au nanotube, parce qu'ici, le nanotube est toujours à l'air, exposé. C'est le substrat seulement qui a été changé dans les deux dispositifs. Et le nanotube exposé à l'air n'avait aucune influence sur la propriété de ce comportement à l'air. Alors, on a émis déjà une approche tout à fait électrochimique c'est un modèle électrochimique qui nous a permis de commencer à réaliser l'importance des phénomènes environnementaux, mais au-delà de juste une exposition à une molécule qui modifie l'électrostatique, mais cette fois-ci un comportement purement redox, d'oxydation-réduction, qui est un peu relié au phénomène de respiration qu'on vit sur cette planète depuis des années. Donc, le redox de l'oxygène et l'eau. Et ici, je vais vous faire noter que le proton participe à cette réaction, qui est vraiment une des astuces intéressantes pour l'approche scientifique. Alors, dans cette transition, je vais aborder des travaux qui ont marqué la période que je pourrais dire et pourquoi faire tout ça? Donc, on cherche plus l'aspect scientifique derrière les choses et plusieurs expériences sont apparues qui m'ont fait réaliser à quel point cette structure est fascinante et nous permet de faire des choses qu'on n'avait même pas réalisées auparavant. C'est ici des collaborations avec Étienne Gaulle qui est passé dans mon labo. J'ai eu vraiment le plaisir d'avoir des personnes extraordinaires avec qui j'ai travaillé. Puis Étienne s'est consacré à ce système-là, simplement de prendre des nanotubes. Et ici, c'était en même temps une image que je présente qui illustre bien ce travail.
On était en train de développer le Raman hyperspectral dans le labo en collaboration avec une compagnie, Photon, etc. On avait un développement instrumental, mais en même temps, on avait des approches scientifiques pour essayer de comprendre comment on pourrait vraiment manipuler les propriétés optiques, les effets électro-optiques dans ces structures. Et l'encapsulation de molécules colorantes, par exemple le sexitiophène ici, a donné lieu à une richesse incroyable de propriétés optiques. Entre autres, ici, on a mis en valeur dans les articles à Étienne les propriétés Raman, de diffusion Raman, en lien avec l'alignement à peu près parfait de ces structures à l'intérieur des nanotubes et aussi la polarisabilité exceptionnelle de la structure. Plus récemment, on a continué dans cette optique, toujours avec Étienne, mais cette fois-ci sur une autre structure de nanotubes, les BN. Les nanotubes de carbone, auparavant ici, en fait, la molécule est une molécule luminescente et les nanotubes de carbone, on verra même à travers certains travaux pionniers, même du côté de la France, là, sur le quench de luminescence, le transfert d'énergie entre le nanotube et la molécule. Ici, ça nous permet de voir que lorsque la molécule elle est remplie, on le voit très bien en orange ici, qui est le signal purement Raman, et non pas luminescent. Le signal vert ici est le signal Raman du nanotube, rouge de la molécule. On voit que les nanotubes ici sont partiellement remplis, donc c'est une étape intermédiaire dans le remplissage. Mais on ne voit absolument aucune luminescence émettre de ces structures, alors que ces molécules-là sont de très bons émetteurs de luminescence. Mais en les mettant dans les nitrures de bore, on voit apparaître la luminescence très forte. Et même, on a réalisé à travers les travaux que des encapsulations dans des tubes très étroits donnent une luminescence qui n'a pas de blanchiment. Le quenching, le fameux quenching, la destruction de la molécule par l'effet des photons répétés, est absent dans cette structure-là de toute évidence expérimentale. Ça nous permet de faire vraiment de l'imagerie de luminescence avec ces structures, ce qu'on propose comme étant une possibilité même de faire de l'imagerie dans l'infrarouge proche, les fameux NIR1, NIR2 qui sont populaires en ce moment parce qu'ils pénètrent à travers les tissus organiques. Bon, dernière, parce que le temps file et en 20 minutes, il faut réaliser 23 ans de recherche, un travail très, très récent sur la compréhension des processus redox sur les nanotubes, qui vient d'une thèse dans mon labo ici. La compréhension nous a amené dans une nouvelle direction qui est celle du contrôle du dopage dans les tubes métalliques à travers un système redox, l'oxyde de platine, qui est un système redox archi connu, un catalyseur extraordinaire et qui permet un contrôle absolument fin là, de la capacité redox. Et là, je vous ai parlé tout à l'heure de l'oxygène et l'eau, le tube étant pas nécessairement le système qui permettait de stabiliser ce coupe redox, parce que le tube est un mauvais coupe redox, parce que si on essaie d'oxyder le tube, on obtient un intermédiaire instable parce que le tube est assez inerte. Mais si on colle une platine sur la paroi d'un nanotube, ce système redox est purement actif et le contact électrique nous permet d'avoir un dopage continu entre les deux structures. Alors, ici, je vous représente les évidences de dopage. C'est des matériaux de tube tout à fait classiques sur lesquels on a travaillé pendant des années. Et vous voyez, par le décalage du mode Raman, un contrôle absolument parfait là, du dopage du nanotube métallique. C'est des tubes ici métalliques, je passe un peu les détails. Mais pour vous montrer qu'on a vraiment un contrôle complet sur toute la gamme de pH, de la fenêtre électrochimique, et en faisant des calculs sur les densités de charge sur ces structures, ça fonctionne aussi avec le graphène en particulier, on réalise qu'on a vraiment un comportement de type NERST complet sur le contrôle du dopage dans ces structures. Alors, on pense qu'on peut faire maintenant des capteurs de pH, peu importe l'utilité de ça, mais on a vraiment une approche nouvelle là, pour aller dans la finesse. Et ce qui me revient au message principal avec ces structures, c'est que le fait qu'ils ont une densité électronique de surface facilement modulable, on a ici affaire à un matériau
par le contrôle redox ou le contrôle des charges, un matériau qui a une réponse très sensible et qui peuvent inspirer des applications nouvelles, je pense, dans le futur. Ici, je veux juste aller dans les points de conclusion pour vous montrer que les choses ont évolué avec le temps. Et moi-même, j'ai vieilli. C'est une remarque que je me suis faite moi-même en préparant l'exposé. J'ai dit, oh mon Dieu, le temps passe. Et quand on est occupé, évidemment, le temps passe vite. Et vous voyez aussi quand même un espèce de plateau dans ma carrière. Si j'extrapole sur cette nombre de citations, ma retraite arrive dans 10 ans à peu près, ce qui est probablement une bonne chose, laisser la place à d'autres avec d'autres engouements. Le graphène n'a pas été pris dans cette courbe ici, et le phosphore noir, évidemment, nous a donné un petit sursaut intéressant qui permet du renouveau. Mais je veux juste illustrer ici que ce n'est pas à travers mon expérience, c'est à travers un effort collectif, parce que si je prends carbone nanotube de Weiss FET, c'est à peu près ce que je vous ai présenté. Ça suit exactement le même comportement. On a eu la chance d'être un petit peu tôt dans le domaine, mais c'est le même comportement. On voit un plateau de réalisation, probablement parce que l'énergie, aussi l'inspiration se déplacent et c'est tout à fait normal, mais juste pour réaliser que c'est agréable de faire cette science parce que c'est un travail collectif de plusieurs personnes, de plusieurs groupes. Et j'ai eu la chance, dans ce contexte-là, de travailler avec des gens qui sont tout à fait inspirants à travers les réseaux GDR en France, qui m'a permis de rencontrer des collaborateurs français avec qui on travaille encore aujourd'hui, des postdocs extraordinaires et des groupes d'étudiants qui évoluent maintenant à travers le monde ou au Québec là, sur la recherche ou l'enseignement. Et je termine cet exposé avec ceci. Merci. Merci beaucoup, Richard. Je vais peut-être passer la main à Colin Boussige de l'équipe d'organisation pour les questions qui ont été posées sur les discussions. Oui, alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Pour l'instant, il y en a quelques-unes qui ont été posées, donc en attendant les autres questions, je vais référer aux premières qui ont été posées. Donc, quelle serait, de ton point de vue, la plus grande avancée qui pourrait faire décoller les MOSFET de nanotube? Première question. Je l'ai mentionné, c'est la gaufre de nanotube. Une gaufre de nanotube qui ne se veut pas nécessairement comme un cristal de silicium. Il faut avoir idéalement une chiralité particulière, donc un band gap bien contrôlé, et aussi un alignement des nanotubes dans la direction du transport, avec un espacement de l'équivalent d'à peu près un nanotube entre nanotubes. Donc, l'enjeu ici est colossal parce qu'il y a les efforts de séparation qui existent déjà. Il y a une compagnie, même au Québec ici, Raymore, qui offre des tubes purifiés. Ça ne semble pas être un problème, mais quand même, c'est un effort. L'effort ici qui reste à faire, je pense, c'est la réalisation de cette gaufre. J'ai mentionné dans les travaux du transistor juste auparavant, ici, je ne sais pas si vous remarquez ici cette structure qui a été présentée dans ce transistor-là. Il y a des travaux assez pionniers par Michael Arnold récemment, Science Advance, qui présente une structure qui est très proche de la structure idéale, mais intégrer ça à large échelle, comme on le fait, au coût qui est dérisoire là, du silicium MOSFET, c'est à mon avis, ça prend un effort colossal et un investissement majeur. Ce n'est pas impossible. Puis le point ici que je veux, peut-être que c'est ce que je voulais aborder à la fin, mais le temps manque un peu, c'est que la vraie problématique de l'informatique actuellement, ce n'est pas tant la performance, mais c'est lié.
c'est le fait que la dissipation domine. On consomme énormément d'énergie. Puis un des problèmes, c'est que si on veut augmenter la puissance, il faut quand même composer avec le voltage et l'énergie dissipée d'un MOSFET, mais peu importe, dès que c'est l'électron qui est utilisé, c'est relié à la capacitance au voltage au carré. Et il faut réduire la capacitance, mais aussi réduire le voltage. Puis, on est vraiment dans la même problématique pour les tubes. Ça ne réglera pas le problème. On va subir le même phénomène, mais peut-être que la performance en termes d'énergie de dissipation va être moindre avec ces structures-là. Mais à quel prix, à quel effort? Je suis plutôt pessimiste de ce côté-là. Juste, Colin, une ou deux questions pour ne pas être trop en retard. Et en fait, la vidéo, Richard était d'accord pour la mettre ensuite sur la chaîne. Et comme le forum va continuer sur une semaine, il peut y avoir d'autres questions sur le forum. Et si tu as le temps, Richard, tu pourras aussi les répondre en offline, si tu as envie et le temps, bien sûr. Ça me ferait plaisir. Ouais. Donc, une ou deux questions, Colin, si tu veux. Ouais, bah, si tu en as des préférés, vas-y. Hein, mais d'autres personnes que moi, par exemple. Je vois qu'une des Chris. Oui, tiens, alors, oui, tiens, une question peut-être intéressante parce que tout le monde, a priori, est plutôt dans l'académique, mais donc, pour commenter pour les plus jeunes, une question d'Alain. Ton sentiment, quel est ton sentiment entre la recherche dans l'académique et dans le privé? Ah, c'est une excellente question. Quand je travaillais à IBM, en fait, le département était géré un peu comme un département de physique là, ou de sciences naturelles. Là. Et un peu moins contraint, mais on voyait très bien que dans la compagnie, so what, c'était une question qui revenait souvent, le so what. Ce n'est pas une question qui est si pertinente que ça dans le monde académique, parce qu'il y a deux efforts ici qui sont, à mon avis, distincts. La recherche du pourquoi, de la vérité, en réalité, c'est à peu près ça. L'observation de la nature, un peu comme on observe les oiseaux, on essaie de comprendre la nature. Et ça, c'est tout à fait valable. À mon avis, c'est passionnant. Puis c'est le monde académique, c'est notre liberté académique, c'est extraordinaire. Mais dans une entreprise, les notions économiques nous rattrapent, le so what, pourquoi on fait ça? C'est pertinent, mais il faut rentrer dans une aventure technologique et cette aventure-là, elle ne peut être que collective. C'est beaucoup plus complexe qu'une petite expérience, une petite découverte. C'est un travail collectif qui prend des années. Et malheureusement, ici, dans le cas des nanotubes ou dans le cas du graphène, on fait face à la réalité que l'approche technologique est beaucoup plus imprévisible que l'approche observation de la nature. On rentre dans un bois, on va trouver un oiseau magnifique, puis on va le documenter, ça intéresse tout le monde. Mais trouver une application, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a l'aspect humain dans l'application qui est aussi important. Donc, moi, la distinction entre les deux, c'est aussi valable l'un l'autre, mais j'ai eu beaucoup plus de plaisir du côté académique, simplement par cette liberté académique et le plaisir de poser des questions puis d'essayer d'y répondre. Ouais. Merci beaucoup, Richard. Je pense que si on ne veut pas être... on t'applaudit tous. Hein, je pense que tout le monde, depuis les 3-4 coins du monde, peut-être, ils sont en train de t'applaudir. Et donc, je propose de passer à la partie suivante de notre